ce panel qui, vous allez le voir, est particulièrement intéressant. Il s'agit de parler de la place des diasporas africaines dans les politiques publiques et les stratégies des entreprises. En fait, quand vous regardez bien autour de vous, vous vous rendez compte que chacun a au moins une personne de la diaspora qui a des compétences, qui est bourré de talent, qui a du génie, et que cette diaspora-là, elle s'investit dans la promotion des actions qui impactent le quotidien de là où la diaspora se trouve. C'est en France, c'est en Allemagne, c'est un peu partout. On se rend compte que cette diaspora impacte aussi en matière d'entrepreneuriat. Parce qu'elle crée des entreprises qui embauchent des gens, qui font parfois des profits. En fait, quand on regarde bien, la diaspora est très présente, mais en même temps, on a l'impression qu'on ne sait pas toujours très bien ce qu'elle fait pour impacter le quotidien des populations. Cette thématique, qui est au cœur en fait de cette 10e édition de JNDA, est presque à l'origine de la création de ce mouvement qui nous ressemble ici 10 ans après, puisque, je ne voudrais pas trahir ici la pensée de Pierre de Gaëtan, il était question justement de donner plus de visibilité à cette diaspora-là en mettant en exergue ce qu'elle fait de mieux et que très souvent, on empêche, on ne veut pas faire voir à l'ensemble de la population. Alors, pour parler de cette thématique, je vais d'abord inviter les différents panélistes que vous allez voir. Je vais appeler l'honorable Louis-Henri Ngancha, qui est donc député à l'Assemblée nationale du Cameroun, président du réseau des parlementaires diaspora, et qui est ce réseau-là, parlementaire diaspora, coopération décentralisée transfrontalière, ça s'appelle le REPCODE. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Je vais appeler ensuite, peut-être que j'aurais dû commencer par elle, alors, mais c'est pas grave, elle ne m'en voudra pas, Madame Najad Hamzmi, qui est présidente fondatrice de l'association Les Passerelles des Savoirs, qui est conseillère de la communauté marocaine à l'étranger. Vous pouvez l'applaudir très fort. Je vais appeler M. Ahmed Bouzaïd, qui est directeur programme de BPI France. Il n'est plus responsable Task Force, ça c'était son ancienne fonction, maintenant il est directeur programme BPI France. Ahmed, venez nous rejoindre aussi, vous pouvez l'applaudir. Puis je vais terminer par Dr Marfal, qui est sociologue, qui est aussi peintre et qui est auteur, qui vient notamment de sortir cet ouvrage, L'universalisme républicain à l'épreuve. C'est tout frais, c'est tout chaud, si j'ose dire. Il est sorti il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines, même pas. Vous pouvez l'applaudir très fort. Et lui qui est le plus bordelais des Sénégalais, puisqu'il est à Bordeaux depuis pratiquement 1974. Vous voyez, c'est presque une relique ici. Vous pouvez l'applaudir encore une autre fois, s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas commencer ce panel sans qu'il y ait un propos introductif. Et ce propos introductif, pour camper en fait la problématique, va nous être fait par M. Bernardin Assiéné, qui est haut fonctionnaire des Nations Unies pour de l'UNESCO et qui va vous camper le sujet de manière à ce qu'on sache bien dans quelle direction nous allons. Applaudissez très fort M. Bernard Assiéné. Bernardin, merci. On va fixer les règles du jeu. M. Bernardin Assiéné, oui, il faut passer au public, bien sûr. Il aura entre 7 et 10 minutes pour camper son propos introductif. Ensuite, avec l'ensemble des panélistes, nous aurons 5 minutes de présentation chacun de ce qu'il fait dans son secteur par rapport à cette thématique-là. Ensuite, je vais leur poser 1 ou 2 questions à chacun et nous laisserons le reste du temps, c'est-à-dire pratiquement une demi-heure, à la salle. S'il vous plaît, soyez attentifs. Nous vivons un moment historique. Bernardin, vous avez le micro. Merci, Jean-Célestin. Sa Majesté le roi sultan des Bamoun,
Mesdames, Messieurs, chers participants aux Journées nationales des diasporas et de l'Afrique, c'est un plaisir et un honneur d'introduire la plénière de ce matin dont le thème représente en lui tout seul un programme. Quelle place pour les diasporas africaines dans les politiques publiques et les stratégies d'entreprise? Permettez-moi tout d'abord, en introduction de mon propos liminaire, de définir le concept de diaspora au sens où nous le comprenons tous. Les diasporas sont considérées comme étant des peuples ou groupes de personnes vivant loin de leur pays d'origine, mais qui entretiennent avec ces pays des liens forts de plusieurs ordres, familial, social, affectif, culturel, économique ou politique. Vous pouvez donc en déduire le lien implicite qu'il y a entre cette définition et le thème de notre plénière de ce matin, qui établit de manière explicite que la diaspora, telle que composante sociologique à part entière d'un pays ou d'une nation, a toute sa place sans qu'il y ait besoin de la revendiquer dans la conduite des affaires de la cité. Les politiques publiques sont le cadre commun qu'un État met en place pour définir, planifier et mettre en œuvre toutes les interventions ayant pour finalité d'avoir un impact positif direct sur les populations et les entités socio-économiques qui la composent. La diaspora est ainsi une composante intrinsèque d'un pays et par conséquent, sa place ne pourrait être ignorée, bien au contraire, et au risque de se couper d'une force ayant un pouvoir et des capacités de plusieurs ordres dont a besoin un pays, elle doit être sanctuarisée, reconnue, intégrée, voire choyée. Et ceci sans tabou, sans restriction et sans pudeur. Si l'on reconnaît que les diasporas peuvent jouer un rôle multiforme dans le développement et le rayonnement des pays d'origine, mais aussi des pays d'accueil, il est tout à fait aisé d'identifier que les domaines politiques, économiques et socioculturels sont des aspects parmi tant d'autres sur lesquels les diasporas peuvent être des points d'ancrage ou de ciblage des politiques publiques et de développement des entreprises. Ces mêmes diasporas, pour autant que les dirigeants politiques n'en fassent point un objet de méfiance, et il ne faut pas éluder ces questions, doivent plutôt être vus comme étant une richesse et une source d'opportunités. Si les diasporas juives, chinoises, indiennes, ismaéliennes, italiennes, irlandaises, polonaises, turques, latino-américaines, pour ne citer que celles-ci, sont reconnues comme ayant été les catalyseurs et moteurs de développement politique, économique, social de leur pays d'origine et premiers contributeurs du rayonnement global de ces pays, il serait dangereux de développer une cécité et régner aux diasporas africaines leur centralité et leur légitimité à être une entité tout à fait légitime, si je peux me répéter, à tirer le débat sur la portée et le contenu des politiques publiques et des stratégies d'entreprise. Qui peut imaginer la Silicon Valley aux États-Unis, comme l'a indiqué le Premier ministre Lionel Zinsou hier, sans la force de la diaspora indienne? Et parallèlement, comment ne pas voir l'impact de cette diaspora et sa réussite économique, technologique et intellectuelle dans le pivot de l'Inde comme principal pourvoyeur global de l'expertise dans le cadre des sciences du numérique, et qui a conduit ce pays à développer des politiques publiques spécifiques touchant à la formation, au développement du territoire et à la promotion de l'investissement autour de cette technologie. Des régions, pour ceux qui connaissent l'Inde, des régions comme Bangalore ou Hyderabad ne seraient dans un premier temps jamais sorties de leur pauvreté auparavant séculaire et dans un deuxième temps reconnues comme des pôles globaux de compétences et d'influence mondiale dans le domaine des technologies de l'information, sans la vision des gouvernements indiens respectifs depuis la fin du siècle dernier, qui a consisté à intégrer la science du numérique dans ses politiques publiques et stratégies de développement à long terme. Tel Aviv, le cœur mondial de l'industrie de la cybersécurité, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'audace et l'expertise de sa dynamique diaspora juive qui a fait de cette ville un vrai hub technologique et d'Israël la Startup Nation. À titre d'illustration, Israël dispose aujourd'hui d'une start-up pour 1400 habitants. Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui établit une telle performance. Ceci est le fruit d'une politique audacieuse du gouvernement israélien qui a développé non seulement des politiques spécifiques pour atteindre un tel objectif, mais a créé un environnement et un écosystème soutenu par des facilitations et avantages de tous ordres qui ont permis d'attirer les acteurs du monde académique, de la recherche, de la technologie, de la finance et de la sécurité, qui pour la majeure partie sont originaires de sa diaspora. Et plus près de nos réalités africaines, la renaissance du Rwanda n'aurait pas été possible sans une politique audacieuse et volontariste du gouvernement rwandais de s'appuyer sur sa diaspora qui est devenue et reconnue aujourd'hui comme le principal moteur du renouveau de ce pays.
Le tissu économique jeune et en développement du Rwanda est essentiellement le fait de cette diaspora retournée au pays et qui est associée étroitement à la gestion des affaires publiques. L'expérience unique du Rwanda Development Board, pour ceux, je pense, nombreux dans la salle qui connaissent cette institution et que je ne me permettrai pas de développer en détail ici, illustre à foison cette réussite. De manière structurelle, les diasporas et spécifiquement les diasporas africaines, dans le cas qui nous concerne à CSJNDA, ont une place entière et indiscutable dans la formulation des politiques publiques et la définition des stratégies des entreprises, et ceci a été reconnu dans de nombreuses résolutions des Nations Unies jusqu'à ce jour. Les pays qui font le pari audacieux de formuler de vraies politiques publiques reconnaissant l'apport multiforme de leur diaspora et mettant celle-ci au cœur de leur action en tirent des bénéfices incommensurables. Quelques domaines clés de ces bénéfices sont les suivants. D'abord, la diaspora comme moteur de développement et de l'investissement. Les pays qui auront mis en place des incitatifs à l'investissement en ciblant les diasporas seront plus à même de mieux drainer les flux massifs d'envoi de fonds de cette diaspora vers des vrais projets d'investissement et moins vers l'assistance familiale. Ces incitatifs et la levée des restrictions et pesanteurs qui existent encore dans certains pays pousseront cette diaspora à entrer dans le cercle vicieux d'une plus grande prise de risque en s'impliquant davantage comme acteur du capital investissement. Le transfert de compétences, qui est un autre point important. Les pays africains n'ont plus besoin de coopération, nous l'avons entendu hier. Ils disposent à travers leur diaspora de ressources humaines parmi les mieux formées au monde. Nous avons ces données aux Nations Unies. Une intégration réussie de la diaspora dans les politiques publiques permettra de doter l'Afrique de l'expertise protéiforme dont elle dispose. Cette expertise, je le dis encore, elle existe déjà. Il faut que nous y croyions nous-mêmes. Et cette ressource expatriée excelle dans tous les domaines clés qui catalyseront le développement de l'Afrique. L'éducation, les sciences, la recherche, la médecine, la technologie, le droit, la finance, pour ne citer que ces domaines. Cette diaspora ne demande aucun avantage, aucun privilège, mais uniquement la mise en place de ce que mes confrères anglo-saxons appelleraient un enabling environment. Bref, un pont qui a besoin d'être construit, sans embûches, mais avec des garde-fous protecteurs. Personne ne prendrait des risques s'il n'y avait pas de garde-fous. Si je prends un domaine comme celui de l'audit, pour ne citer que celui-là, qui est le domaine dans lequel j'ai travaillé dans ces 30 dernières années, dans le domaine de l'audit, du contrôle de la redevabilité et la gouvernance publique et privée, l'état des acteurs sur le terrain en Afrique montre qu'en réalité, l'Afrique n'a pas besoin de cabinets Big Four. Et si elle a besoin de ces cabinets, ce n'est que du nom. L'expertise de ces cabinets sur le continent est aujourd'hui essentiellement entre les mains des anciens membres, des personnes originaires de la diaspora africaine qui ont fait le pari de retourner en Afrique et qui travaillent bien sûr en symbiose avec les talents nationaux. La diaspora africaine a réussi le pari audacieux depuis les premières associations comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, l'ATUJ, l'association tunisienne des diplômés des grandes écoles, par exemple, ou les JNDA, de créer un écosystème de réseau qui se doit d'être pris en compte comme acteur à part entière, non seulement de la prospective et aussi de l'action. Je crois que la plupart de nous dans cette salle, sinon tout le monde certainement, à des degrés divers, appartient certainement à des réseaux. Ces réseaux doivent être des ponts entre les pays d'adoption et d'origine et des catalyseurs de toutes les rencontres et initiatives permettant de passer de l'intention à l'action. Nos diasporas africaines restent encore très riches en intentions et elles se doivent de devenir le moteur de l'action. N'inventons pas la roue, nous perdons trop de temps. Copions les Indiens, les Turcs, les Chinois, les Juifs, les Irlandais, les Italiens, les Portugais, bref, tous ceux qui ont été les acteurs de la naissance et de la renaissance de leur pays lorsqu'ils ont fait le choix du retour et dont la réussite aujourd'hui nourrit l'actualité économique mondiale. Et retenons que le lien unique entre toute cette diaspora et leur exceptionnelle réussite est la solidarité et un amour charnel de leur pays. Ne détestons jamais le ventre qui nous a portés. Ce ventre est notre pays d'origine. En même temps, et pour paraphraser un grand contemporain, ne haïssons jamais la mère qui nous a nourris, notre pays d'accueil, où qu'il soit établi au titre de la diaspora. Et enfin, Jean-Célestin, je vais me permettre de terminer mon propos ici en rendant un hommage très appuyé à Pierre de Gaëtan,
qui personnellement m'a donné l'opportunité, et certainement à nous tous, d'être présents dans cette salle aujourd'hui et de contribuer à ce moment marqueur que je souhaite du futur de notre continent. Pierre Gaëtan, je voudrais te dire à quel point, ici, au cours de ces JNDA, nous sommes fiers de toi. Merci. Merci beaucoup, Bernardin, pour ce propos introductif. On retiendra quoi de ce propos, en tout cas de ma part, que en fait tout est là, tout est en place. Les diasporas ont des compétences, il faut qu'elles y croient, ces diasporas-là, et que peut-être que les États ont leur rôle aussi à jouer, puisque vous avez cité le cas de Tel Aviv en Israël, ou de l'Inde, ou encore du Rwanda. C'est les États qui ont impulsé aussi cette dynamique à la diaspora pour qu'elle puisse s'impliquer davantage dans ces politiques, la mise en place de ces politiques publiques. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole maintenant à Madame Najad Assimi, qui va nous parler de l'expérience de son association et de ce qui se fait le mieux au Maroc en matière justement de politique publique de diaspora. Les femmes sont toujours très minutieuses, donc elle a préparé son speech, donc le temps que... Oui, c'est juste pour... D'abord, bonjour, Votre Majesté. Mon cher Pierre, merci de cette invitation qui m'honore. Et voilà, donc je suis conseillère de la communauté marocaine à l'étranger. Donc, comme vous venez de l'évoquer aussi, le Maroc a pris acte de sa diversité, de sa population à l'étranger, qui compte plus de 5 millions de Marocains à l'étranger. La diaspora représente 5 millions de Marocains, ce qui représente quand même 10% de la population marocaine. Elle est présente dans 50 pays, et dont 80% sont en Europe. Elle connaît une évolution dans son statut, de par sa diversité, de par la diversité de ses régions de résidence, de sa féminisation et surtout de son rajeunissement. Donc on s'est aperçu aussi que les niveaux de compétences sont élevés, comme on a dit, il y a une structuration de toutes les compétences. Et vous l'avez dit aussi, voilà, en fait, la contribution des Marocains de l'étranger, ce qui est très très important, et je pense que dans d'autres pays aussi, mais il me semble qu'au Maroc, c'est vraiment, on atteint des niveaux incroyables. Donc la contribution à l'économie marocaine est 10% du PIB. Et c'est la première recette devant l'aide publique au développement, donc, et les investissements directs de l'étranger. Donc le Maroc a mis en place cette politique publique depuis les années 90, parce que faut un petit peu remonter à l'historique. Depuis les années 90, le Maroc a le souci de sa diaspora, de sa diversité, et elle a porté une attention particulière à l'immigration et à la mobilisation des compétences, qu'elles soient scientifiques, techniques et économiques, la participation citoyenne, qui est très importante aussi, et le développement solidaire, dans le cadre des droits des usagers, le culte, qui est important, l'approche genre et les générations. Donc, 3 grandes phases préalables. Donc, il y a eu le Forum international des compétences marocaines, le Moroccan Investment Network, les transferts financiers, le co-développement et la contribution des organisations de la société civile. Il y a eu d'abord la création de la fondation Hassan II, donc qui a mis en place des colonies de vacances, etc., pour rapprocher les jeunes de leur pays d'origine ou de pays d'origine de leurs parents. La fondation Mohamed V, qui a permis aussi de soulever des fonds, de pouvoir faire du développement. Et il y a eu la création aussi de ministères dédiés aux Marocains de l'étranger. Donc ce n'est pas rien quand on dédie un ministère à cette politique publique, c'est quand même qu'on donne de l'importance à sa diaspora. Aujourd'hui, cette politique publique est sous l'égide du ministre de l'Intérieur. Donc, pourquoi le Conseil de
la communauté marocaine à l'étranger a été créée, donc c'est une institution nationale consultative qui est placée auprès de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle a été créée par Daïr, donc voilà, en décembre 2007. Elle a été constitutionnalisée le premier, donc c'est d'où l'importance quand même de cette instance, constitutionnalisée le 1er juillet 2011 lors de la nouvelle constitution marocaine. Donc, et la nouvelle constitution marocaine de 2011 a en son sein plusieurs articles qui sont dédiés aux Marocains résidant à l'étranger. L'article 163, par exemple, je ne vais pas vous bombarder d'articles, hein, ce n'est pas le propos, de la Constitution, stipule que le CCME est chargé d'émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d'assurer aux Marocains résidant à l'étranger le maintien de leurs droits et le lien étroit avec leur identité marocaine. Donc, dès notre installation, le Conseil de la communauté marocaine, on s'est installé, on a travaillé sur différents groupes de travail au nombre de 6, la culture, l'éducation, les identités, l'autre groupe qui était citoyenneté, participation politique, un autre groupe sur l'administration, le droit des usagers et politique publique. On a rassemblé ensuite un groupe sur les compétences scientifiques, techniques et économiques pour le développement solidaire, un groupe dédié uniquement au culte et à l'éducation religieuse et à la culture, et un groupe transversal sur le genre et les nouvelles générations. Voilà, c'est vraiment des étapes qui ont été nécessaires pour pouvoir établir et travailler. Ensuite, on s'est donc, par exemple, pour la représentation politique, nous avons organisé un colloque scientifique international en mars 2009. Donc, le travail a porté sur 45 constitutions sur les 72 existantes qui ont été consultées sur ce propos, parce que la participation citoyenne, elle est importante, elle est au cœur des débats. Et donc, on a un peu la constitution de l'Espagne, le Portugal, les Émirats, le Gabon, le Sénégal. Je ne vais pas toutes ici les citer. Et donc, les travaux ont été présentés aux différents groupes des deux chambres, hein, la chambre haute, la chambre basse, à Rabat, et des recommandations et des conclusions ont été faites, et ça fait l'objet d'une publication. Voilà, tout ça on peut retrouver dans notre institution. En fait, alors pour faire le lien en lien avec la journée nationale des diasporas africaines, notre positionnement, comme vous savez, le Maroc est le leadership dans l'Union africaine, de des 54 pays de l'Afrique. Et dans le préambule de la Constitution aussi, parce que voilà, l'attachement à l'Afrique est important. Donc c'est la coopération. Il y a un article qui précise quand même la coopération des pays du Sud. Voilà. Ensuite, on a aussi dans le préambule, l'État souverain attaché à son unité nationale, son intégrité territoriale et son unité forgée par convergence dans sa composition arabo-islamique, amazigh, saharo-hassani, et s'est nourri et enrichi de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. On reconnaît toute cette composante que fait l'Afrique. Donc, notre savoir-faire a été développé, que nous mettons à disposition avec les études qu'on a réalisées, les sondages. Voilà, nous avons créé un centre de documentation qui est aussi à disposition des différentes communautés. Et nous avons surtout opté aussi dans nos différents travaux pour une approche participative, c'est-à-dire qu'avec les diasporas marocaines à l'étranger, nous avons organisé des consultations, voilà, et nous sommes reconnaissants. Enfin, il y a 150 études sur la migration qui ont été réalisées. Et enfin, la diaspora marocaine, les diasporas africaines apportent une expertise mondiale des compétences à hauteur de l'expérience acquise dans les différents pays. Et voilà, pour terminer, une visibilisation à l'interne et à l'international par notre participation depuis 13 ans que le Conseil existe au Salon du Livre, qui est le Salon international du livre qui se déroule à Rabat.
Et là, c'est là aussi où c'est la vitrine à l'international, où l'Afrique, dans sa globalité aussi, a été invitée, les invités d'honneur par 2 fois déjà, durant l'année dernière. Voilà, l'année dernière, on développera un peu. Vous y étiez, vous étiez invité, donc vous pourrez aussi développer. Nous sommes au cœur de l'Afrique, le Maroc est au cœur de l'Afrique et l'Afrique est au cœur des Marocains. Vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on pourra développer. Merci. Vous pouvez l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Oui, le Maroc est forcément au cœur de l'Afrique et l'Afrique au cœur du Maroc. Mais que le Maroc soit le leadership de l'Afrique, je ne suis pas très sûr parce que le Sénégal, le Cameroun et les autres pays, la Tunisie, je ne verrai pas ça d'un très bon œil. Mais restons sur le fait que le Maroc est au cœur de l'Afrique et que l'Afrique est au cœur du Maroc. Très intéressant ce que vous avez dit. On voit qu'il y a toute une organisation qui est en place depuis plusieurs années au Maroc concernant justement l'implication de la diaspora et le fait qu'elle soit de plus en plus intéressée par les politiques publiques au Maroc. Vous nous avez dit que la contribution des diasporas marocaines est à hauteur de 10% du PIB. C'est énorme. J'ouvre la parenthèse, je la ferme en même temps après. C'est plus que l'ensemble de tous les autres pays d'Afrique qui contribuent à hauteur de 3,5% du PIB pour l'année 2022. Mais c'est plus aussi que l'aide publique au développement qui a beaucoup régressé, qui est à 2,2%. Contre donc 3%, 3,5% pour la part des diasporas. Et vous nous avez dit aussi que cette organisation a été ensuite constitutionnalisée par la Constitution de 2011, et le 1er juillet, et ça montre donc tout l'intérêt que le Royaume du Maroc porte à sa diaspora. Ça me rappelle d'ailleurs un peu aussi ce que fait le Mali, un pays comme le Mali, qui est aussi un pays exemplaire en la matière, qui a très tôt réfléchi à la place de la diaspora dans la construction et le développement de son pays. Merci. On peut appeler encore une fois Madame Najat Azmi. C'était vraiment très clair, très intéressant. On va donner la parole à Monsieur Ahmed Bouzouaïd, donc, qui est directeur du programme BPI France, qui va nous parler aussi de ce qu'il fait pour justement accompagner les diasporas en matière notamment, je pense, d'entrepreneuriat et tout cela. 5 minutes. Merci infiniment. Donc Ahmed Bouzouaïd, enchanté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je n'ai pas eu la discipline de travailler mon intervention en amont, mais je vous ai écouté attentivement et je vais essayer de réagir, vous dire un peu... Je vais partir de l'expérience. Donc moi, je m'appelle Ahmed Bouzouaïd, je suis né en France, donc je suis français. Je suis né dans les quartiers français. Et en étant né au cœur des quartiers français, j'ai grandi et je suis né avec les Tunisiens, avec les Marocains, avec les Comoriens, avec les Sénégalais, avec les Mauritaniens. Mon ami me rappait en lingala, mon autre ami et frère me rappait camerounais en pidgin. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, là aujourd'hui, bon, ça se voit pas, mais j'ai 42 ans. Je veux dire, peut-être avant mes 25 ans, j'ai dû faire 7, 8 Erasmus. Ce que je veux dire, l'Afrique, je suis né dedans, au cœur des quartiers français. Donc, c'est-à-dire, en étant français, j'ai une identité africaine qui est clairement fait partie de notre ADN. Et comme tous ceux qui sont nés dans les quartiers français. La question des diasporas, le phénomène diasporique, en réfléchissant à tout ce qui a été évoqué là, et au regard de mes engagements personnels, de mes actions au travers de BPI France, je me rends bien compte qu'il y a trois réflexions auxquelles finalement les acteurs publics sont confrontés constamment, de plus en plus. La première, une question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'organisation et de la conscience de ces diasporas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a cette conscience? Est-ce qu'elle existe réellement? Aujourd'hui, il y a des outils, il y a des manières finalement de pouvoir l'appréhender. La seconde, finalement, ça se situe au niveau des pays d'accueil. Est-ce qu'il y a, je dirais, une existence, je dirais même une reconnaissance, un peu ça a été évoqué tout à l'heure, de ces diasporas? C'est-à-dire dans quelle mesure on les reconnaît comme une force? Dans quelle mesure on les reconnaît comme un groupe pertinent? Dans quelle mesure on accepte aussi finalement cette organisation qui est plus ou moins, je dirais, organique, plus ou moins formalisée? Le troisième sujet, je dirais, c'est plutôt leur lien avec le pays d'accueil.
Parce que le lien avec le pays d'accueil, d'une diaspora à l'autre, d'un pays à l'autre, il peut être extrêmement relatif. Parce qu'il y a un enjeu de confiance, il y a un enjeu d'amour et de preuve d'amour. Et donc il y a tout un travail finalement qui doit être mis en œuvre pour, je dirais, faire vivre ce lien et animer ce lien. Une fois qu'on a dit tout ça, je dis ça du point de vue des politiques publiques, en réalité, et je le vois chaque jour, les diasporas n'ont pas attendu les politiques publiques pour s'organiser, pour se mettre en mouvement, pour plein de raisons. Un, parce qu'effectivement, il y a cet attachement de cœur. On l'a vu par exemple lors des différentes crises, des crises Covid, etc. Ce sont les diasporas qui vont s'organiser pour soutenir les pays au travers finalement de soutien financier, bien entendu, mais aussi en apportant des compétences. Aujourd'hui, moi, mon champ d'intervention, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est les dynamiques entrepreneuriales. Et les entrepreneurs, c'est un public qui est tout sauf captif. C'est un public qui va de l'avant, qui est marqué par l'audace, par le désir de conquête, par le désir d'être proactif, en fait. Donc, littéralement, encore là, ils n'attendent pas les pouvoirs publics. Une fois qu'on a dit tout ça, la question de se dire, si on fait le constat que les diasporas sont plus rapides, je veux dire en tout cas en tant que société civile, à s'organiser que les pouvoirs publics, que peuvent faire finalement les pouvoirs publics? La première chose, il y a vraiment un défi, il me semble, d'organisation. Comment on peut accompagner cette organisation sans, je dirais, régenter, sans mettre une chape de plomb, sans finalement faire une sorte enfin, prendre la main sur ce qui est déjà, qui s'organise déjà. Il y a un second sujet, ça a été très bien dit, il y a ces forces qui sont organisées, vous l'avez très très bien rappelé au départ, il y a un enjeu effectivement, comment on mobilise les compétences, c'est un vrai sujet, et donc comment on facilite cela, donc il y a l'enjeu de les repérer, de les identifier, de les cartographier, de créer les passerelles pour qu'elles puissent s'exprimer, et ça va être exactement la même chose pour les entrepreneurs. Et créer les passerelles pour les entrepreneurs, ça va être créer des ponts, créer, je dirais, un climat des affaires qui permettrait finalement ces opportunités d'investissement, oui, mais investissement productif. Il y a véritablement cet enjeu avec celui de sécuriser les investissements. Une fois que j'ai dit tout ça, je pourrais dire de ce qu'on fait chez BPI France depuis maintenant, ça va faire 3 ans, qu'on a lancé un programme qui s'appelle Pass Africa. En gros, ma mission, j'aurais peut-être dû commencer par là, chez BPI France, c'est de soutenir et développer l'entrepreneuriat initialement dans les quartiers. Ensuite, la ruralité et maintenant les diasporas. Pour quelles raisons? C'est parce que, comme vous le savez, dans les quartiers, je l'ai dit en introduction, on retrouve finalement sur des terres d'accueil. Et on va rencontrer différents profils issus de la diaspora. Les premiers, c'est finalement des entrepreneurs qui sont de première, deuxième, troisième génération et qui veulent créer. Et pour ça, on a tout un tas d'outils qui va les accompagner, parce qu'en fait, vouloir créer, c'est une bonne chose, mais pour pouvoir créer de façon pérenne, il faut, je dirais, être accompagné, être conseillé, être formé d'une part, mais également avoir du financement. Donc vraiment, on marche sur 2 pieds. Du financement, mais aussi de l'accompagnement. Donc voilà comment on va accompagner les créateurs. Et les créateurs issus des diasporas, finalement, on va les accompagner comme ailleurs. Mais il s'avère que lorsqu'elles sont dans les quartiers, ils ont souvent moins accès aux solutions. Ou plutôt, il y a une forme d'autocensure. On ne va pas aller chercher les solutions qui existent, alors qu'elles sont gratuites. C'est pas tant qu'elles sont gratuites, mais elles sont prises en charge par les acteurs publics. Le second volet, c'est plutôt des entrepreneurs issus des diasporas qui ne veulent pas créer ici, qui veulent tout de suite aller créer là-bas. Et donc, du coup, là, la question se pose sur les façons de les accompagner. Lorsqu'elles veulent les créer là-bas, on a un programme, on ne le porte pas nous directement au BPI France, ça s'appelle Meet Africa, peut-être que vous connaissez, je vous redonnerai les liens si ça vous intéresse. Et là, il va accompagner les entrepreneurs qui veulent créer dans leur pays d'origine, avec une bourse et une forme d'incubation qui va se faire sur les 2 rives, ici en France et là-bas. Parce qu'effectivement, c'est pas simple d'entreprendre, ce n'est jamais simple d'entreprendre, et c'est encore moins simple lorsqu'on va entreprendre ailleurs, d'autant qu'il arrive que certains sont, je dirais, un peu forme de douche froide si on va comme en territoire conquis, alors qu'en fait, on a tout à apprendre, il faut y aller avec une posture humble, et sinon, on fait effectivement la douche peut-être glacée, effectivement.
Et le troisième profil, c'est plutôt des entrepreneurs qui, je dirais, ont créé ici, ils sont plutôt dans une phase de développement, et ils ont au moins 2 à 3 ans d'existence. Donc là, on a lancé un programme qui s'appelle le Pass Africa. Et là, pour le coup, on va accompagner des entreprises qui, en moyenne, vont faire 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires. On va les accompagner à se développer en Afrique pour créer des antennes là-bas, pour développer leur business, je dirais. Et là, l'accompagnement va se faire de 3 façons. C'est vraiment de l'accompagnement individuel, c'est du sur-mesure, hein, du coût humain, de la formation collective. C'est toujours bien que les entrepreneurs soient dans un groupe d'entrepreneurs, parce qu'entre eux, ils se challengent, entre eux, ils se comparent, entre eux, ils se donnent des trucs et astuces, je dirais, et également du financement. J'ai pris quelques chiffres. Donc là, on a lancé 2 promos. En 2 promos, donc il y a eu cet accompagnement. Ça fait un peu moins de 40 entreprises qui ont été accompagnées ces 2 ans. On a réussi à lever pour elles 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. 20 millions d'euros de financement, pardon, vous veuillez m'excuser. Voilà, voilà. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Beaucoup de choses. D'abord, j'ai l'expérience du garçon né dans la diaspora, les quartiers de Paris, le contact avec les autres, c'est-à-dire Congolais, Comoriens et compagnie. Et puis, réflexion sur 3 questions, celle de l'organisation et la conscientisation de la diaspora, celle de la reconnaissance de cette diaspora-là, et puis le lien aussi avec le pays d'accueil. Ensuite, des exemples plus précis sur ce que fait la BPI France par rapport à cette situation en matière d'accompagnement, Meet Africa, Pass Africa et compagnie. Bravo, merci beaucoup. On va donner la parole maintenant à l'honorable Louis-Henri Ngantia, qui est donc député à l'Assemblée nationale du Cameroun et qui est président du REPCODE, qui va probablement nous parler aussi de cette expérience-là de député, ce qu'il fait justement pour promouvoir les actions, les idées, accompagner les politiques publiques en matière de diaspora. Honorable, on vous écoute. Merci Jean-Célestin. Mes respects, Sa Majesté. Je voudrais, avant de l'entame de mon propos, présenter à Pierre de Guétan et à toute son équipe les chaleureuses et fraternelles salutations du Parlement camerounais et leurs encouragements. Alors, je suis Louis-Henri Ngantia, je suis député à l'Assemblée nationale du Cameroun. J'ai été dans la diaspora. Je me considère toujours comme quelqu'un de la diaspora parce que ma famille vit encore en France. J'ai fait 37 ans ici. Je connais les deux. Je suis député, j'ai été maire, je suis député aujourd'hui. Et je suis le président du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Ils sont arrivés à l'Assemblée nationale en mars 2020. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de réseaux à l'Assemblée nationale qui font un travail formidable. Réseau sur les femmes, réseau sur les jeunes, réseau sur l'économie circulaire, réseau sur l'électricité, réseau sur l'environnement. Bref, tous ces réseaux accompagnent le gouvernement. C'est quoi un réseau? Un réseau, c'est un outil qui permet à un groupe de parlementaires, députés ou sénateurs, ou alors députés, sénateurs comme le nôtre, qui se mettent ensemble, identifient un sujet d'importance majeure, travaillent à interpeller le gouvernement si ça n'est pas encore saisi, ou alors travaillent à la recherche des solutions à proposer au gouvernement. Alors quand j'arrive, je me rends compte qu'il n'y a rien sur la diaspora. Et la diaspora fait partie de mon ADN. Tout ce que je sais faire, c'est en France que j'ai eu à apprendre cela. Et je connais les difficultés de la diaspora, donc je suis allé voir le président de l'Assemblée nationale pour lui dire, Monsieur le Président, je voudrais qu'on crée un réseau sur... je vous propose de créer un réseau sur la diaspora. Il m'a regardé, il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, sur la diaspora. On a échangé pendant 1 semaine. Après, il m'a dit d'aller voir le président du Sénat. J'ai fait la même démarche. Les deux ont validé. Et le 29 avril 2020, il y a le président de l'Assemblée nationale a pris cet arrêté qui crée ce réseau et qui nous permet de travailler. Le réseau a pour but d'accueillir nos compatriotes diaspora, échanger avec eux, connaître leurs difficultés, rechercher avec eux les pistes de solutions à proposer au gouvernement, faire le lobbying auprès du gouvernement pour qu'il y ait plus d'ouverture, plus de facilitation, plus d'opportunités pour la diaspora, et également faire le lobbying auprès de la diaspora pour qu'ils
qu'il y ait plus de compréhension vis-à-vis du pays. Parce que quand on part, d'ailleurs, quand nous arrivons ici, pour ceux qui partent de l'Afrique, ne s'en sortent que ceux qui réussissent l'intégration. Vous ne vous intégrez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et quand vous mettez du temps à l'étranger, vous rentrez au pays, vous devez faire le même effort d'intégration. Et c'est celui qui vient qui se bat pour s'adapter. Ce n'est pas les autres qui vont se... Si je viens chez vous, je fais un effort pour m'adapter. Vous n'allez pas changer votre mode de fonctionnement pour moi. Ce n'est pas possible. Il faut que la diaspora comprenne cela. Et donc nous essayons d'accueillir nos compatriotes, nous essayons de les accompagner. Quand ils viennent, beaucoup arrivent, ils ne sont pas préparés. Ils ont des idées éparses. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire ça. Tel m'a dit qu'il a fait ceci, ça a réussi. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc quand ils arrivent, quand ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire, nous les envoyons à l'agence de promotion de petites et moyennes entreprises. On appelle le directeur général, ils sont outillés pour leur dire, en fonction de vos idées, vous dire voilà ce qu'il faut faire, créer votre entreprise à tel endroit parce qu'il y a plus de facilitation, il y a des exonérations de charges si vous allez à tel endroit, des taxes et autres. Donc nous les envoyons là-bas. Et nous disons à nos compatriotes diaspora, la porte d'entrée du Cameroun n'est pas au Cameroun. La porte d'entrée du Cameroun, c'est dans les ambassades de votre pays de résidence. Allez à l'ambassade. Quand vous allez à l'ambassade, ou d'ailleurs nos ambassades aujourd'hui accueillent plus facilement qu'hier. Vous allez à Paris, l'ambassadeur qui est là, il est ouvert, il accueille les gens. Vous allez en Allemagne, c'est pareil. En Belgique. Donc il y a beaucoup de diplomates aujourd'hui qui sont plus ouverts. Ils vont vous aiguillonner, ils peuvent même prendre des rendez-vous avec des administrations au Cameroun. L'ambassade m'envoie beaucoup de Camerounais qui viennent, qui ont des projets. Et quand ils arrivent, ils ont un projet. Si le projet est bien ficelé, nous voyons le ministère qui est concerné, on appelle le ministre, on prend rendez-vous pour lui. On l'accompagne même. Pour dire au ministre, voilà un compatriote qui vient de France, qui vient d'Allemagne, il a un projet, nous pensons que ce projet est sérieux. Le ministre l'écoute, va transmettre le dossier à un de ses collaborateurs et nous suivons. Si le ministre ne répond pas, nous lui posons la question en pleine séance à l'Assemblée nationale. Pour dire tel jour nous décisions dans votre cabinet avec un Camerounais de diaspora, où en est son projet. Et ça évite à ce compatriote de commencer par le bas, avec des tracasseries, mais il entre au ministère par le haut. Ils gagnent en temps parce que quand ils arrivent, ils ont maximum 1 mois. Donc, et nous disons à nos compatriotes de diaspora également, vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin d'avoir des gens sur le terrain avec qui vous devez travailler. Vous avez certes un savoir-faire utile, mais vous n'avez pas de réponse à tout. Ceux qui sont sur les territoires ont autre chose que vous n'avez pas, c'est la maîtrise de l'environnement. Aucun investissement ne peut se faire sans maîtrise de l'environnement. Et il faut beaucoup d'humilité. Il ne faut pas venir en donner de leçons, non. Ceux qui sont au Cameroun, beaucoup ont eu l'opportunité de partir. Il y en a qui sont partis, sont revenus. Il y en a qui ont refusé de partir, qui sont restés. En tout état de cause, il y en a qui se battent là, ces gens qui se battent sur le terrain pour que le pays reste debout, vous leur devez respect et considération. Si vous arrivez en vous disant, OK, je viens de Paris, machin, mais ils vont vous laisser. Il peut y avoir une roue qui passe derrière votre maison et qu'aujourd'hui, il y a un rocher qui est là-dessus. Vous venez parce que vous n'avez pas dit bonjour à vos voisins, ils vous laissent passer et vous cassez votre voiture. Donc, il faut savoir être poli. Je suis arrivé au Cameroun, je n'avais pas l'intention d'être maire. Mais c'est mon comportement, mon attitude qui a permis à mes frères et sœurs de l'UM qui m'ont dit, écoute, vraiment, vois comment tu te comportes avec nous. Voilà, nous te soutenons pour que tu ailles à la mairie. Mais si ils viennent en disant que vous avez écouté, je viens de Paris, je vais te faire voir, ils auront eu raison, en tout cas. Donc, moi, je dis au Cameroun diaspora, certes, vous avez des choses à apporter, vous êtes une valeur ajoutée, vous faites beaucoup pour le pays. Et il a dit tout à l'heure, il faut aimer votre pays. C'est notre pays, c'est notre bien le plus précieux. Vous qui êtes ici, vous avez des enfants ici. Le seul lien que vos enfants ont avec le Cameroun, c'est vous. Et si vous passez le temps à dire du mal de votre pays tous les jours, mais vous tuez l'amour du pays dans le cœur de vos enfants sans le savoir et sans le vouloir. Et donc, ce combat qu'on mène, c'est parce que si on ne réussit pas à intégrer ceux qui sont là aujourd'hui, mais leurs enfants, eux, sont perdus pour le pays et leurs petits-enfants. Donc, il faut absolument le faire. Et c'est pour ça qu'on se bat, ce n'est pas facile. J'ai dit, le Cameroun n'est pas le paradis, ça n'existe pas sur Terre, même ici vous êtes. Ce n'est pas le paradis. Sinon, ça se saurait. Le Cameroun n'est pas l'enfer, sinon les gens ne vivraient pas au Cameroun. C'est une jeune nation, comme tous les autres pays africains, qui ont eu leur indépendance en 1960, ce n'est pas vieux 1960. Et quand on questionne les premières années, les 60 premières années de tous les pays, là, même les pays occidentaux, là,
Nous n'avons pas à rougir de nos 60 premières années parce que chez eux, c'était la catastrophe. Ah oui. C'était la catastrophe. Il faut le savoir, il faut le dire. C'était une barbarie qui ne dit pas son nom. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi à retourner la vapeur. Donc, on dit comparaison n'est pas raison, mais on peut questionner l'histoire pour voir comment les autres ont fait. Et nous devons suivre cet exemple-là. D'abord, la solidarité. Ce qui manque beaucoup à la diaspora aujourd'hui. La solidarité. Nous sommes à Bordeaux, là. Voilà Pierre de Guettan. Il était à la mairie ici. Il était candidat aux législatives. Je suis passé ici pendant les législatives. Combien de Camerounais ou d'Africains de Bordeaux étaient derrière lui? Très peu. Très peu. Et on le voit partout. Nous avons aujourd'hui une élite. Nous avons monsieur le maire, Ethiodé qui est là, maire adjoint à Fos, la commune de Fos. Il fait beaucoup pour des gens. Je connais un Camerounais qui était adjoint au maire à Irouvi-Saint-Clair. Mais c'est des Camerounais qui sont allés voir le maire pour dire au maire, nous ne voulons pas de ce monsieur. Aujourd'hui, il n'est plus adjoint au maire, mais les Camerounais pleurent. Parce que ce que les Camerounais oublient, c'est que le seul fait qu'il y avait dans l'équipe, un Africain adjoint au maire, même leur dossier sans que ce monsieur intervienne, passait facilement. Aujourd'hui, à Bordeaux, nous, on n'a plus cette victime qu'on avait, parce que Pierre n'est plus là. Certains pensent lui faire du mal, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Nous sommes très loin du pays. Le continent est très loin. Donc, on doit être une famille. On doit être unis. Et c'est ça qui nous manque. Et nos diasporas, surtout pour le Cameroun, n'est pas organisée. On a transporté les mauvaises pratiques du pays, on a mis ça dans la diaspora. Le tribalisme, les conneries de ce genre. Et ça nous plombe. C'est pour ça que nous, au réseau, nous ne faisons pas de la politique. Nous parlons à tous les enfants du Cameroun. Peu importe leur parti politique, peu importe leur appartenance ethnique, peu importe même leur nationalité du moment. Qu'ils aient pris notre nationalité ou pas. C'est le sang du Cameroun qui coule dans leurs veines et on les soutient. Nous ne voulons pas politiser. Certes, nous sommes les parlementaires. Chaque parlementaire appartient à un parti politique. Je suis du RDPC, c'est mon parti, j'en suis fier. Mais j'ai dans ma famille des gens qui sont du SDF, j'ai dans ma famille des gens qui sont du MXC, c'est leur choix. Ce n'est pas parce que je suis du RDPC qui va imposer ça à ma famille. Même ma mère pouvait avoir son choix politique, elle est morte aujourd'hui, par son âme, mais c'est son choix, elle restera ma mère. Donc, nous parlons à tous les enfants du Cameroun parce que la diaspora nous concerne tous. C'est les enfants de tout le monde. Et il y a des sujets dans la vie d'une nation qui doivent sortir du champ de la bataille politicienne traditionnelle. La diaspora en est un. Ça doit être un combat national. Parce qu'on ne peut pas. Le Cameroun doit bénéficier de l'immense talent de ses enfants. Et les enfants du Cameroun doivent bénéficier des immenses opportunités qu'offre le pays. Merci. Les étrangers viennent au Cameroun, font fortune. Il n'y a pas de raison que nos enfants n'en fassent pas autant. Voilà. Merci, monsieur le député. Il ne fait pas de la politique, mais il parle beaucoup politique. Donc, on retiendra, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on retiendra que le réseau des parlementaires de la diaspora au Cameroun s'est mis en place relativement tardivement, puisque ça date d'avril 2020. Je rappelle que le Maroc a constitutionnalisé la diaspora en 2011, au mois de juillet, 1er juillet 2011, donc il y a pratiquement 10 ans d'écart. Mais que les choses sont en train de se mettre en place, qu'il y a un accompagnement qui est fait, tant au niveau de l'ambassade, des ambassades d'ailleurs aussi, le conseil, monsieur le député, à ce que les diasporas, notamment camerounaises, aillent dans les ambassades. C'est là la porte d'entrée, ce n'est pas ailleurs. Alors, on va donner la parole maintenant à notre sociologue, Marfal, qui va clôturer lui aussi en 5 minutes pour nous parler un peu des enjeux des diasporas africaines en France. Oui, je ne vais pas être très très long. Je voudrais quand même commencer par parler de Bordeaux, de la ville de Bordeaux et de sa place, vraiment que je considère comme étant une place historique dans la conversation panafricaine. Et il me semble, hier, Pierre de Gaëtan évoquait la constitution de la première organisation d'étudiants africains. Ça s'est passé, il est vrai,
1950, décembre 1950, c'est la fameuse Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Mais avant 1950, notamment dans l'entre-deux-guerres, les Africains présents à Bordeaux ont créé des associations, et ont créé des journaux, et ont tenté de créer des syndicats. Et à mon avis, quand on regarde toujours le traitement conventionnel du panafricanisme, on se rend compte qu'il y a eu à Bordeaux des figures légendaires comme Marc Kojo Tuvalu Ueno. Il y a eu des gens comme Lamine Senghor, qui est un ancien tirailleur sénégalais. Il y a eu des gens comme Tiemoko Garang Kouyaté qui ont créé des organisations panafricaines à Bordeaux. Et ça me paraît important de le souligner. Et ça fait écho au travail qui est mené à travers les journées nationales de diaspora africaine. Hier, Lionel Sansou évoquait l'idée d'une bagarre conceptuelle relativement à la présence notamment des Africains en France. Et avec la question, l'éternelle question, aujourd'hui, c'est il y a un projet de loi sur l'immigration qui est discuté en France. C'est le 30e projet sur l'immigration. 30e. C'est-à-dire que là, on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Que la société française, il faut l'interroger, me semble-t-il, au moins du point de vue du mouvement ouvrier qui était le mouvement social central de la société dite d'intégration. Il faut l'interroger aujourd'hui du point de vue justement de l'expression identitaire multiple, y compris à travers notamment la constitution d'une catégorie qu'on appelle aujourd'hui diaspora africaine. Cette catégorie-là, elle a une réalité sociale, politique, mais elle n'a pas de réalité institutionnelle. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui se dit aveugle à la couleur. On ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de blanc ou de noir. C'est ça, c'est aveugle à la couleur. Alors qu'on sait que dans le vécu quotidien, il y a des questions qui sont très clairement identifiées, qui sont des questions de discrimination ethno-raciale dans la société française. Être noir ou être identifié comme noir, être africain, c'est nécessairement rencontrer des obstacles dans sa trajectoire, dans son parcours de vie. Et donc, les politiques publiques en France, dans notre société, mais ignorent superbement, j'allais dire, la question les questions véritables qui sont posées, par exemple, à travers les JNDA, mais ignorent complètement. Et à mon avis, la bataille qu'on doit mener ensemble, mais même si c'est une bataille très, très difficile qui s'annonce, elle doit pouvoir, me semble-t-il, aller dans le sens d'une meilleure prise en compte des discriminations, les travailler, parce que les travailler encore plus et essayer, là où nous sommes, essayer de convaincre les autorités politiques, publiques, etc., pour que ces autorités prennent conscience de la réalité des discriminations qui sont vécues par des Africains et par ce qu'on appelle des Arabes, etc., etc. Et à mon avis, je vais terminer là-dessus, ce serait intéressant qu'on se retrouve à plusieurs à identifier de façon relativement rigoureuse, en faisant un travail approfondi de terrain,
pour établir de façon encore plus rigoureuse la question de discrimination que nous rencontrons. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Elle dit beaucoup de choses intéressantes. Moi, je retiens simplement qu'il n'y a pas de corrélation entre le pays réel, si j'ose dire, et le pays imagé. Vous avez parlé de pays institutionnel ou alors de l'institution et la réalité. Et c'est vrai que quand on regarde sociologiquement la société dans laquelle nous vivons, on se rend que c'est une société de mixité par excellence. Mais quand on regarde l'image que cette société nous renvoie, on a l'impression qu'elle ne tient pas tellement compte de cette mixité-là. Je vous renvoie au film de Blaise Mendiwa, Le monde racisé du cinéma français, qui montre justement que, y compris dans les arts comme le cinéma, employer un noir, faire jouer un noir, c'est pratiquement du luxe, quoi. Alors que, quand on regarde la composition de la société, on voit très bien que c'est une société qui est multiraciale par excellence. Voilà, je voudrais applaudir encore une fois tout ce panel qui, à mon avis, a été d'une extrême grande qualité. J'espère que vous avez apprécié les informations. Je ne peux malheureusement pas vous donner la parole puisque il me semble qu'on a presque atteint notre limite en termes de temps et que voilà, on ne peut pas faire autrement. On va vous dire merci. Et puis, les panélistes seront toujours quelque part dans le public. Si vous avez des questions à leur poser individuellement, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils répondront. Merci encore une fois. Merci. Et puis, bonne suite des JNDA.